Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui continue la série Commencer Warhammer 40 000 avec cette fois-ci la Death Guard. La logique reste la même, on va commencer tout simplement par une petite présentation de leur lore, c'est-à-dire leur histoire, leur place dans Warhammer 40 000. Ensuite on parlera très rapidement de savoir si c'est un bon choix ou pas pour commencer en termes de modélisme. Et enfin on vous proposera une liste d'achats avec différentes vagues dépendamment de leur pertinence. Avant de vous laisser à cet épisode de Commencer Warhammer, j'en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo, Novium et leurs Overpen, des stylos ultra stylés et assez futuristes. On va retrouver celui classique, celui du futur et surtout le modèle interstellar beaucoup trop stylé. On retrouve 3 modèles en lévitation conçus en aluminium de qualité aérospatiale, 2 modèles dits roller, habits quoi, et un hybride aussi bien roller que à plumes pensé pour inspirer au quotidien. Pourquoi en lévitation? Tout simplement parce que dépendamment des modèles, on va avoir des angles différents. Ici par exemple le modèle interstellar a un angle de 23,5 degrés, comme la Terre. Ici aucune pile, bille, câble ou trucage, c'est juste de la magnétisation parfaite. Chaque modèle est décliné en plusieurs couleurs avec le Space Black, le Starlight Silver, le Mars Magma et enfin le Neptune Blue. L'Overpen Interstellar existe sous 3 formes, la version standard, celle que nous on a reçue et testée, celle en or 18 carats avec ce petit liseré magnifique et enfin la version météorite dotée d'un petit fragment d'une météorite extraterrienne qui date de plus de 4,5 milliards d'années. Ils nous ont aussi envoyé l'Overpen modèle futur, où là c'est trop cool puisqu'il existe en version à billes et à plumes. Et pour avoir testé les 2 modèles à billes pendant nos rapports de bataille pour écrire nos scores, ils roulent sur une feuille de papier comme un D6 vers un 6. En tout cas, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Si vous cherchez un cadeau original et assez classe quand même, n'hésitez pas à passer par les liens en description. Vous avez avec le code FWS 20% de réduction pendant 48 heures et après il sera toujours actif, mais ça sera un petit peu moins. Et si vous êtes comme moi et vous préférez garder votre argent seulement pour vous, et ben ça permet aussi égoïstement de pouvoir faire des petits sauts de pureté. Je vous laisse maintenant avec Commencer Warhammer 40 000 avec la Death Guard et un infini merci à Novium d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ils sont le crissement d'os pourris, broyés sous les pas de cohorte infatigables. Ils sont le râle humide d'une haleine fétide, le grincement de rouages rouillés mordant la chair, le vrombissement de nuées d'insectes ayant éclos dans la crasse putride. Ils sont la manifestation mortelle de l'effroi et du désespoir. Ils sont les avatars de la décrépitude et de la corruption, le mouvement implacable de la faux, la puanteur de milliards de cadavres qui gonflent et éclatent sous une étoile empoisonnée. Ils sont la Death Guard, les fiches génétiques du primarque démon Mortarion. Ils sont la fin de tout. Les malheureux, forcés d'affronter ces destructeurs criblés de maladies, subissent des tourments inimaginables. Toutes leurs certitudes et convictions s'écroulent à mesure que la Death Guard avance. Leurs armes les plus puissantes s'avèrent inefficaces contre une résistance aussi surnaturelle. Leurs bastions les plus redoutables s'effondrent, tandis que leur corps succombe à des lésions et à une fragilité qu'aucun rempart physique ou spirituel ne saurait repousser. C'est ainsi que les fléaux de grand-père Nurgle se répandent, que la Death Guard poursuit sa marche et que la galaxie s'étiole et meurt. Pour présenter la Death Guard aux débutants ou tout simplement aux personnes qui connaissent Warhammer 40 000 mais qui ont envie d'une nouvelle armée de cœur, je ne pouvais inviter nul autre que Bob l'éponge, le visage de Nurgle en France. Vous l'aurez donc compris, vous allez pouvoir, si vous prêtez allégeance au dieu Nurgle, c'est-à-dire au dieu de la maladie, jouer une des légions renégates qui a donc prêté allégeance à ce dieu du panthéon du chaos, qui considère qu'en réalité la maladie est un moyen de propager une forme de vie. En réalité pas du tout, mais ça reste des mecs un petit peu corrompus. Déjà, bonjour Bob, salut. Pourquoi est-ce que toi, t'as décidé, et qu'est-ce qui t'a plu quand t'as prêté allégeance à la Death Guard et donc à Nurgle? La première chose qui m'a frappé, c'est le visuel des marines de la peste. Le côté vraiment ultra colosse, avec les câbles de partout, les pointes, et puis ce côté sointant, un peu crado, quoi. Donc qui faisait vraiment champ de bataille. C'est intéressant ce que tu dis par l'aspect un petit peu crado. Ce qui est sympa, c'est qu'au fur et à mesure des modes, encore une fois, on veut une vidéo qui est pérenne dans le temps, donc on va pas parler du 8e stratagème du codex actuel. On pourra parler 7 parce que c'est aussi le chiffre de Nurgle au sein justement des dieux sombres. C'est intéressant parce qu'on voit aussi que les modes ont évolué au sein de cette armée-là. T'as parlé justement de figurines qui étaient assez terrifiantes, on va dire malaisantes. Or, il y a vraiment 2 visages à la collection au fur et à mesure des décennies. Il y en a une qui est celle que tu décris, et il y en a une autre parfois sympathique pour représenter aussi que grand-père Nurgle, dépendamment du point de vue, il est sympa. Et c'est marrant comme de voir aussi que tout a évolué. C'est ça, à la base, le premier lore était très sombre. On était sur le grimdark originel, avec les dessins de John Blanche et tout ça, donc on avait quelque chose de très malaisant, très gothique. Et puis avec le temps, la partie démon, elle est devenue un peu plus rigolote, notamment avec les Nurglings et les Grands Immondes. Et même d'ailleurs, dès le départ, ce fluff
stuff-là démon était très rigolo, avec les chaudronniers, le jardin de Nurgle, et petit à petit ça s'est transféré dans l'ADN des figurines. On a la chance aussi, en invitant Bob, de pouvoir avoir l'historique de la Death Guard, c'est-à-dire au fur et à mesure des différentes éditions. Il faut comprendre que la Death Guard est arrivée comme une faction intégralement jouable lors de la 8e édition via ce codex. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu définirais leur gameplay à travers les âges ? Le gameplay de Death Guard a évolué au fur et à mesure du temps, comme tu l'as dit. On part à la base sur une armée avec un fort taux de résistance. Ça reste une caractéristique qui va être présente dans toutes les éditions, et encore aujourd'hui. Donc on a une armée qui est résistante et qui avance lentement, parce que c'est une armée lente et méthodique, donc qui va prendre tranquillement le champ de bataille, et qui va effriter l'adversaire au fur et à mesure de la partie. Gameplay qui a un petit peu changé en V10. Aujourd'hui on va garder cette tankiness, donc cette résistance, mais par contre l'armée va avoir gagné en létalité, et aujourd'hui la Death Guard, c'est clairement l'armée la plus létale qui existe aujourd'hui à 40 000, intrinsèquement, si on prend une unité, elle peut quasiment raser n'importe quoi en face. Ce qui est intéressant aussi pour parler de l'ADN, c'est que depuis qu'elle est sortie aux alentours de 2018, elle a constamment fonctionné avec cette espèce d'aura de contagion. Donc il faut comprendre que c'est une armée qui va tourner autour des bulles, c'est-à-dire que vos figurines vont avoir des aptitudes d'aura, de maladies, qui vont, encore une fois, dépendamment des éditions, impacter votre adversaire. Donc ça va se jouer autour, comme tu l'as dit, justement, de prendre la table de jeu pour justement contrôler aussi cette forme d'aura de contagion, et ça va provoquer chez votre adversaire quelque chose d'assez anxiogène, ce qui est assez sympathique. Tout à fait. Donc vous allez avoir une armée qui est très élitiste, donc vous allez avoir peu de figurines sur table, mais par contre vous allez compenser avec une attrition très très forte et une résistance quand même assez élevée. On est proche des custodes finalement, mais de l'autre côté, donc vous allez avoir l'équivalent de paladins maudits, qui en plus vont être assez marrants, parce qu'ils vont avoir des pustules, des tentacules, donc tout ce qui va être en lien avec les maladies, et puis beaucoup de choses à l'effigie de la mort. Sur la table ça se traduit par quoi ? Vous allez avoir donc des unités de Space Marine, mais assez réduites, qui font très très mal, et ensuite autour de ça, vous allez composer avec tout un arsenal de choses diverses, comme des chars de support. Vous allez avoir des équivalents de petites infanteries avec des zombies, donc on appelle des Poxwalkers. Et en plus, comme on est du chaos, on a le luxe de pouvoir jouer avec les démons. Donc en supplément de tout ça, vous allez pouvoir même rajouter encore une saveur en jouant les démons de Nurgle. Ok, en termes de gameplay, on a parlé donc de l'aura de contagion, qui est une règle qui est passée à travers les différentes éditions. Donc vous allez devoir apprendre aussi à justement voir les zones autour de vos figurines, et dépendamment de celles qui vont être tanky, c'est-à-dire qui vont pouvoir rester plus longtemps sur le champ de bataille, parfois celles qui vont juste faire mal, donc à usage unique. Est-ce que c'est une armée en termes de gameplay que tu recommanderais à un débutant ? Oui, c'est une armée que je conseillerais totalement aux débutants. Et c'est une armée qui a été très populaire, puisque c'était une des deux armées de la boîte de base de V8, donc c'est ça qui a fait sa popularité. En plus, on a eu droit aux éditions Conquest, donc qui a encore plus popularisé. Comme Nurgle, c'est joyeux, ça sort un petit peu aussi du cadre très sérieux de Warhammer, donc ça donne ce côté un petit peu fun, donc ça rend l'armée populaire. Par rapport à un débutant, ce qui est bien dans cette armée, c'est qu'il y a peu de figurines. Donc en fait, on peut se monter une collection quand même assez vite. Et en termes de règles, du coup, il n'y a pas énormément de règles. C'est pas une armée qui a plein de tricks, qui a plusieurs couches de règles. Non, c'est quelque chose de très brutal. On a un marteau, on tape avec, c'est simple. Par contre, pour en tirer la quintessence, pour aller en tournoi et aller très loin, ça va demander du travail. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est facile à prendre en main au départ, et pour en tirer la quintessence, en fait, il va y avoir du temps de jeu et beaucoup d'apprentissage. J'aime bien ce que tu dis, et même par rapport aux premières sensations que vous allez avoir quand vous allez déplacer vos figurines, donc du plastique finalement, vous allez vous rendre compte que l'ADN qui dégage de l'armée est très proche de ce qu'on imagine en termes d'histoire. Et c'est ça qui est très appréciable aussi, parce que ça va te donner envie aussi de t'arracher en termes de modélisme, ça me permet de faire la passerelle aussi. En termes de modélisme, ce qui est génial, et quand tu as parlé un petit peu des archétypes d'unités qu'on allait avoir, on va retrouver des infanteries, mais avec des grosses figurines, c'est-à-dire une échelle quand même plus importante que celle d'un Space Marine, appréciable donc à peindre, avec des armures, de la chair. Comme c'est de la chair qui en plus de ça est un petit peu moisie, vous allez pouvoir avec des méthodes d'enchaînement de jus arriver à des résultats qui sont assez satisfaisants facilement, et qui au contraire vous permettent aussi d'ouvrir des portes à l'art et donc à l'inspiration de ce qu'on peut retrouver sur la carnation de peau et ainsi de suite. Et t'en as parlé aussi, vous allez aussi retrouver des métaux avec des chars, et donc c'est vrai qu'en termes de modélisme ça rejoint un petit peu le gameplay, c'est-à-dire que c'est très complet finalement. Tout à fait, là où je te rejoins, et pour ceux qui aiment la peinture et qui ont envie de débuter et d'apprendre, la Death Guard, l'avantage qu'elle a, et c'est un consensus dans le monde du hobby, c'est que la Death Guard, elle a toutes les textures. En fait, quand on regarde, on va avoir des tentacules, donc il va falloir travailler des phases un peu brillantes, ou de la chair. On va avoir de la chair pourrie, donc ça se travaille pas de la même façon. On va avoir des pustules, on va avoir du métal, on peut travailler la corrosion, on peut travailler, il y a des drapés aussi, il y a des fourrures. Donc vraiment, il y a toute une gamme complète de textures à devoir apprendre pour arriver à la peindre au plus haut niveau. C'est intéressant que tu parles de texture, ça veut dire que vous allez avoir un résultat très satisfaisant avec uniquement des couches de base, avec des peintures techniques comme la contraste, qui Exactement. va, avec, après une première couche,
faire un pseudo dégradé, et au contraire, vous allez aussi pouvoir adopter plein d'autres méthodes, avec juste des méthodes à base de couches de base, et derrière les linings pour faire ressortir la lumière. C'est quand même très complet. Oui, les figurines sont très chargées en détail, mais ce qui est bien, c'est qu'avec un contraste, tout ça, ça peut ressortir très vite, et en même temps, ceux qui veulent vraiment pousser et faire de leurs figurines des petits joyaux bien ciselés, ils vont pouvoir s'éclater. Tout à l'heure, tu as introduit l'armée par son lore, c'est-à-dire son histoire. D'ailleurs, on avait fait un épisode des Warhammer Heroes sur Typhus, un des personnages qui explique pourquoi cette légion à la base de Space Marine a décidé de prêter allégeance au dieu sombre Nurgle, c'est-à-dire de la maladie, lors de l'hérésie d'Horus, la genèse de Warhammer 40 000. On avait fait une vidéo complète aussi là-dessus, je la mettrai juste ici. En tout cas, c'est donc une armée qui, en termes de gameplay, est conseillée aux débutants ou aux personnes qui ont envie d'avoir une deuxième armée à Warhammer 40 000. Tout à fait. En termes de modélisme, pareil. Maintenant, est-ce que c'est une armée qui coûte cher en euros? C'est une armée qui aujourd'hui est très abordable. Parce qu'on va avoir peu de figurines sur la table. En plus, on a eu la chance d'avoir été mis en lumière avec la boîte de la V8, donc Dark Imperium. Donc ça veut dire qu'il y avait des figurines assez abordables pour pouvoir commencer l'armée. Derrière, on l'a dit, il y a eu les éditions Hachette, donc il y a eu du Conquest, donc il y a eu un énorme volume qui a été produit aussi avec des figurines très abordables. Ces figurines ne sont plus disponibles à moindre coût, mais elles sont toujours disponibles sur le site de Game Workshop. Et il est toujours possible de les trouver sur le marché de l'occasion. Typiquement, vous allez pouvoir en trouver sur Le Bon Coin, vous allez pouvoir en trouver sur Vinted, et sur des groupes Facebook, comme le marché de la figurine par exemple. Yes, là ce qu'on va faire, c'est comme dans toutes les autres vidéos, on va aussi regarder ce qui est disponible sur le site de Game Workshop. Bien évidemment, on est sur des prix indicatifs. N'hésitez pas à aller par exemple dans les boutiques officielles Game Workshop à côté de chez vous. C'est toujours important de supporter les commerces de proximité. Toujours. Ou alors sur plein d'autres boutiques qui vont proposer moins 5, moins 10, voire parfois moins 20% de réduction. Je mettrai pour les personnes qui ont envie de soutenir la chaîne le lien derrière la boutique Wargame Spirit qui propose moins 20% de réduction, qui propose moins 15% sur tout et moins 20% avec le petit code FWS sur les combats de patrol. Ensuite, quoi qu'il arrive, quand vous voulez commencer une armée de Warhammer 40 000, ça n'est pas propre à la Death Guard, vous allez sur le site officiel de Game Workshop et vous allez magasiner pour les Québécois, faire votre petit shopping pour les autres, c'est-à-dire que vous allez tout simplement regarder toutes les factions et dépendamment de leur esthétisme, alors vous allez faire votre choix, parce que je rappelle, on est sur un hobby de fantasme, vous allez passer énormément de temps à les monter, les peindre et aussi à aller rencontrer d'autres humains en les jouant. En tout cas là, on va rentrer par la porte de la patrouille de la Death Guard, qui je rappelle est au prix de 135 €, mais vous pouvez trouver aux alentours de 108 €, 110 €, dépendamment des revendeurs, dans laquelle on va retrouver seulement 13 figurines. Mais quelles figurines? On va retrouver un Seigneur de la Virulence. Seigneur de la Virulence, on va le jouer occasionnellement, mais c'est une bonne pièce. En plus, il a le bon goût de booster l'artillerie, donc c'est très chouette. Ok, et on va retrouver aussi un intendant. L'intendant, c'est bien d'en avoir un, effectivement, parce que vous le jouerez dans toutes vos listes, et en plus, il donne des points de commandement, donc c'est un basique à avoir, et il est dans toutes les listes Death Guard, donc c'est top. Yes, encore une fois, hein, là on vous parle pas des règles spécifiques à la 10e édition, on parle de tendances dépendamment des dernières éditions, mais c'est vrai que l'intendant a toujours aidé à avoir du carburant qui s'appelle les points de commandement. Ensuite, on va jouer un petit chausson, c'est-à-dire un véhicule qui est un Rhino du chaos, un véhicule de transport. Faut toujours avoir un Rhino, les plagues marines ne sortent jamais sans Rhino, vous en avez un d'entrée de jeu, c'est parfait, ça vous donne de la mobilité, un peu de résistance, nickel. T'as parlé des plagues marines, c'est-à-dire des marines de la peste, il y en a aussi 7 dans la boîte. Combien ? 7. C'est un bon chiffre. C'est un excellent chiffre, c'est l'ossature de votre armée, vous jouerez tout le temps des marines de la peste, on vous en propose un bloc avec plein d'armes, nickel. Sur les 7, comment est-ce que tu les équiperais ? Pour les personnes qui, pareil, sont un petit peu réticentes, tu sais, à les coller, ça fait toujours un petit peu peur de devoir choisir des armes, ce qui semble un petit peu indélébile. Alors aujourd'hui, sur les équipements, il y a pas mal de débats, donc il peut y avoir plusieurs options, mais la meilleure pour moi, c'est d'avoir du lance-plasma, du lance-peste, du lance-flamme, et il y a tout dans la squad de 7 pour pouvoir faire ce qu'il faut. Ce qui est bien avec la boîte de 7, c'est qu'en fait, vous allez avoir les exemplaires de toutes les armes. Donc en fait, vous pouvez commencer à faire des essais en montant des marines différents et en testant les différentes options. Et derrière, quand on est à 10, on peut les doubler. Donc au moins, vous les avez déjà testés une première fois, vous savez ce que ça fait, et à vous après de choisir la combinaison qui vous plaît le mieux. Ok, je te reposerai la question dans une minute. Ça Juste marche. pour continuer, on va aussi retrouver 3 Terminators du linceul qui est l'unité ultra élite de cette armée. C'est l'unité iconique, il y en aura toujours minimum 3 dans toutes les listes, on vous en propose 3 dans la patrouille, c'est impeccable, il manquera juste quelques petits ajouts pour les rendre très forts, mais au moins vous avez la base. Ok, donc là, si je comprends bien, dans cette combat de patrol, tout est intéressant au moins une fois. Est-ce que c'est intéressant de l'acheter à ton avis 2 fois pour avoir la collection à moindre coût ? On pourrait, sauf que le deuxième Rhino est plutôt optionnel. Un deuxième intendant, ça sert, mais c'est vraiment de temps en temps. Et le deuxième Lord of Virulence, non. Par contre, avoir les 2 pâtés de plague marine et les 2 pâtés de shroud, ça peut être intéressant. C'est pour ça qu'on va aller voir ce qu'il y a en plus bas dans la boutique et compléter. Donc pour conclure sur cette combat de patrol, c'est sans doute le meilleur achat que vous pouvez faire en première vague, x1
uniquement. Derrière, finalement, les seules choses que vous allez utiliser de façon récurrente sera un deuxième pack potentiellement de Marine de la Peste, un deuxième pack de Terminator du linceul et potentiellement un deuxième Rhino qui vont rendre l'achat d'une deuxième boîte intéressante en termes d'euros, mais pas pour les autres personnages. Exactement. Sauf si jamais vous allez les convertir. Donc clairement, première boîte, meilleur achat de votre vie en tant que premier achat. Mais derrière, si vous souhaitez partir sur les 2 nouveaux packs d'unités, posez-vous la question. Donc globalement, pour première vague, oui, mais étonnamment x1. Et peut-être pour la vague 2 à 3 si vous voulez clôturer votre collection. Fois 1,5 en fait. Okay. Sortie de la Combat Patrol, qui vous l'aurez compris, donc un bon achat. On va regarder tout simplement sur le site de Game Workshop ensemble pour vous expliquer le rôle de certaines unités et surtout l'ordre de priorité dans lequel vous allez devoir les avoir pour monter une collection, commencer quelques parties au format Patrol ou au format 500 points, puis derrière 750 ou 1000 tout de suite, et après la pertinence surtout et la redondance des unités qu'on va voir en 1000 puis en 2000 pour encore une fois savoir si ce sont des bons achats. On commence tout de suite par le Prince Démon à 70€, soit avec elle, soit sans elle. Là où de toute façon, je vous rassure, vous allez pouvoir l'équiper de plein de façons différentes. Au niveau de son visage, je vous le mettrai avec la tête de Nurgle, et au niveau de son arme, vous choisirez parmi la hache, une masse. Ça n'a pas d'incidence au niveau des règles, donc ça vous faites plaisir quand vous allez les coller. Par contre, elle ou sans elle, et quel est le rôle sur le champ de bataille? Alors, elle, il est pas trop joué. On va surtout jouer le sans elle parce que c'est vraiment une petite vachette. Et c'est pas votre achat principal. Hein. Vous achèterez ça plutôt, on dirait, en vague 2 ou en vague 3. Même en vague 3, plutôt pour compléter la collection. C'est une bonne pièce, mais c'est pas ce dont on a besoin tout de suite. Ensuite, on découvre une boîte qui s'appelle le Seigneur de la Contagion et des Terminators Rouillark. Je vais tout de suite te poser la question. Les Terminators Rouillark, ils existent aussi aux alentours de 50€ par 5. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que toi tu conseilles cet achat à 37€ avec le Seigneur de la Contagion et 3 Terminators? Je rappelle, attention, hein, ce ne sont pas les Terminators du linceul qu'on a vu tout à l'heure. Eux sont vraiment les Terminators les plus badass. Là, ce sont des Terminators de base. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien. Ils sont moins chers. Encore une fois, c'est toute proportion gardée. Donc, est-ce que toi tu conseilles cet achat? Je vais conseiller cet achat quand on débute pour 2 raisons. La première, c'est que le Lord of Contagion, vous allez voir, c'est une des pièces maîtresses de votre armée parce qu'il va avec vos Terminators du linceul. Donc lui, vous avez envie de le mettre dedans. Donc lui, il est quasiment auto-include. À côté de ça, en termes de rapport qualité-prix, 37€ pour un personnage et 3 bonhommes en plus, c'est pas très cher, donc on prend. Et en plus, vos 3 Terminators, vous allez pouvoir en faire une petite unité satellite pour faire de la frappe en profondeur ou faire des petites actions sur table. Vous les remplacerez vite par la suite, mais pendant un certain temps, vous allez pouvoir jouer avec et vous habituer à jouer avec et vous familiariser avec l'armée. Comme c'est que 3 figurines en plus, c'est facile à jouer, donc c'est très bien. D'accord, mais donc ça, c'est un achat vague 1? C'est un achat vague 1, tout à fait. D'accord. Et versus les 5 Terminators dans une grosse boîte à 51€. Non, ceux-là, alors déjà les Terminators Rouillark, on les joue peu et c'est vraiment pour compléter la collection à la fin. Donc je pense que c'est plutôt de la vague 3 ou voire de la vague 4. Vous en aurez 3 au début pour vous familiariser avec, mais comme je l'ai dit, vous allez assez vite en vague 2 les changer pour jouer autre chose. Ok, ensuite on va retrouver plein de petits personnages assez particuliers, notamment le Porticone à 26€ pièce et le champion Marine de la Peste. Alors, c'est des figurines qui ont existé depuis longtemps pour avoir des modèles alternatifs de ceux existants déjà dans les boîtes. Le Porticone, lui, par contre, il a un profil vraiment spécifique qui est juste à lui. Maintenant, c'est des figurines plaisir qu'on achètera pour finaliser une collection, voire une grande collection, donc clairement pas nos achats de priorité. D'accord. Ensuite, on découvre les Marines de la Peste, mais vendus en individuel, c'est-à-dire avec tout de suite le pack de 7. Est-ce que pour toi, le deuxième pack, il est vague 1 ou pas? Et encore une fois, même question que tout à l'heure, si c'est ton premier pack, comment est-ce que tu les assembles? Si c'est ton deuxième pack, comment est-ce que tu les assembles aussi? Parce que tu sais, ça peut aussi justement changer. Alors, en vague 1, on a dit qu'on part donc sur la Patrol, donc on va assembler les 7 plaques marines avec les équipements qui vont bien. L'avantage que vous avez, c'est que quand vous êtes par 7, vous pouvez prendre qu'un exemplaire, et on verra que quand on est par 10, on pourra doubler les exemplaires. Mais plutôt en vague 2. Pas tout de suite, parce que là où la Death Guard elle est intéressante, c'est qu'en fait on va devoir mettre des persos dans les packs pour pouvoir leur donner en fait de la puissance, et donc on va tendance à d'abord prendre les petits personnages pour donner de la puissance aux plaques marines avant de leur rajouter l'équipement additionnel. D'accord. Là on est donc vague 2 pour la deuxième boîte individuelle de Marine de la Peste, à partir du moment où tu en achètes 2 x 7, et que par 10 tu peux doubler les armes, est-ce que tu jouerais 2 x 7 ou 1 x 10 très burné? 1 x 10 ultra burné, actuellement c'est un des packs on a fait des maths avec Père Castor entre autres, parce que c'est lui qui m'a préféré les maths. Il est capable de tuer tout dans le jeu. Tout. Donc comment on va les équiper? On va les équiper avec le champion qui va avoir un gantelet énergétique et un lance-plasma. Vu qu'on va avoir 2 boîtes qui proposent chacune un plasma, on va avoir 2 marines avec un lance-plasma. On a 2 boîtes qui proposent chacune un lance-peste, donc double lance-peste. On va avoir 2 boîtes qui proposent chacune, ça devient redondant, un gerbe-peste, 2 gerbe-peste. Donc je résume. Un champion, gantelet, lance-plasma, 2 lance-plasma, 2 gerbe-peste, 2 lance-peste, et 3 armes lourdes de la peste. D'accord, donc vous l'aurez compris, à partir de la deuxième vague de jeu. Ensuite, on découvre les véroleux, que tu as appelé tout à l'heure Poxwalker, à 32,50€, les 10. Ça, c'est vague 1, c'est obligatoire. Vous en aurez dans toutes les listes, toujours un minimum de 2 packs, sauf pour les fous qui montent à 170, là. D'ailleurs, vous pourrez en trouver assez vite d'occasion, mais
Ça, jour 1, quand vous prenez votre boîte de patrouille, pensez tout de suite que votre prochain achat, ça va être 10 véroleux minimum, voire 20 véroleux. Donc c'est de l'obligatoire. Ok, alors là pour le coup, attention, hein, c'est des très très belles figurines de la part des Game Workshop qui sont assez détaillées. Très détaillées. Elles sont assez rigolotes parce qu'il y en a, ils sont sérieux, il y en a qui font peur, il y en a qui sont juste cons. Si jamais par exemple vous jouez à Zombicide, vous pouvez utiliser tout simplement ce qu'on appelle des proxys, des kuntas, c'est-à-dire des figurines sur la même taille de socle représentant des zombies. Ça passera très 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 bien aussi pour monter une armée à moindre coût. Ensuite, on voit le semi-chenillé méphitique. Ouais, la petite coccinelle, la crevette de guerre. C'est à acheter plutôt en vague 2. En fait, dans le cœur des armées de Warhammer, on va avoir l'ossature et ensuite on va avoir des unités satellites. Et le Myphitique aujourd'hui est une des meilleures unités satellites de la Death Guard, avec en plus un rôle d'ouvreur de boîte de conserve, donc anti-tank. Donc il va être bien, c'est bien d'en avoir un, voire deux. Donc en vague 2, voilà. Ensuite, on va retrouver l'intendant à 26 € qu'on a déjà vu dans le combat de patrol. Pas la peine d'en racheter un deuxième, ou vraiment si on a envie comme moi d'être un fou et d'en convertir un deuxième pour en avoir deux et générer beaucoup de PC. Ensuite, on va retrouver une des figurines iconiques de l'armée avec le chenillé Crash Pest. C'est un char lourd qui a une fonction vraiment anti-infanterie, en plus avec un mortier ultra stylé, c'est très badass sur le champ de bataille, grosse lame de bulldozer, il représente vraiment l'ADN de la Death Guard. Aujourd'hui, en termes de jeu, c'est pas votre priorité, mais dans certaines configurations, il est jouable. Donc si la figurine vous fait vraiment plaisir, dès la vague 2, on peut l'acheter. Si vous souhaitez vous orienter vers quelque chose de plus compétitif, je dirais plutôt de l'acheter en complément de collection, tu vois, en vague 3, voire peut-être vague 4. Ok, ensuite on a un personnage individuel qui est le chirurgien de la peste. Magnifique figurine, très belle figurine de hobbyiste. Malheureusement, les règles n'ont jamais suivi, donc je déconseille à l'achat, sauf pour compléter la collection. Ok, ensuite le corrupteur Nidoreux. Très bonne figurine, de très bonnes règles. Aujourd'hui, pas forcément obligatoire. Vague 2, je pense, et c'est une belle figurine. Donc vague 2 ou 3 en fonction de ce que vous voulez faire. Ah, ensuite, on passe tout de suite au drone fétide à 50 €. Le drone qui permet d'être assemblé de plein de façons différentes. Ouais, le drone, voilà. Il est multi-tout. En fait, avec une boîte, vous avez deux entrées différentes. Il faut bien comprendre que dans votre codex, quand vous achetez une boîte, vous pouvez soit les monter en lance-peste lourd, et donc dans ces cas-là, vous avez un appui-feu, soit les monter en version un peu plus agressive, qui va être une autre datasheet dans le codex, notamment la tondeuse. Et donc, vous allez pouvoir choisir. Donc, le drone, c'est toujours bien d'en acheter. En vague 2, je pense, 1 ou 2, c'est bien pour commencer à se familiariser avec. En vague 3, par contre, c'est sûr, on va tripler. On va tripler le volume. Donc, il y a toujours 2 drones, de toute façon, dans les listes, voire 4. Donc, 2 avec les gros lance-patates, en fait, sur les lance-pestes lourdes, qu'on appelle vulgairement lance-patates, et des tondeuses. Voilà. Donc, c'est un bon achat. Ça, c'est vraiment dans le cœur de l'armée DG. Ensuite, on a les Terminators du linceul qu'on avait déjà retrouvés par 3 dans la boîte de base, qui sont donc l'élite de l'infanterie. Là, pour le coup, on est vraiment sur du profil type Custodes. Hein. Ouais, c'est les seigneurs de la mort, là. Qu'est-ce que t'en penses par 3 à 50 et quelques euros? Est-ce que c'est de la vague 1 tout de suite? Est-ce que c'est de la vague 2, de la vague 3? Comment est-ce que tu les conseillerais? Alors, on en a déjà dans la patrol, donc ça va être bien pour pouvoir s'acclimater à leurs règles, parce qu'ils ont des règles un peu spécifiques qui changent un peu des règles habituelles du jeu, donc ça va être bien. Moi, j'en prendrais directement 3 dès la vague 2, parce que c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est un des piliers du jeu de la Death Guard. Toutes les armées Death Guard en ont minimum 3. Moi, je trouve que 2 x 3, c'est encore mieux. Donc vague 2, voire vague 3 en fonction de votre porte-monnaie quand même, parce que c'est pas donné, 50 les 3, mais sur la table, ça fait le taf. Yes. Ensuite, bien évidemment, on passe à la plus belle figurine, pour certains, la plus belle figurine de Warhammer tout court, avec le Primarch, donc Mortarion. On est sur une figurine qui a même créé des vocations de jeu, c'est-à-dire il y a des gens qui ont choisi la Death Guard pour ce mec. Là, on est quand même à 135 €, c'est ton Primarch. Est-ce que déjà c'est un Primarch qui est jouable? Est-ce que c'est un Primarch qui offre une belle valeur? Et est-ce que c'est un Primarch que tu verrais tout de suite? Encore une fois, on est sur des figurines qui valent plusieurs centaines de points. Donc si vous jouez ça en 1000, vous pouvez, mais vous allez vous faire insulter par vos adversaires. Est-ce que tu le vois tout de suite vague 2 ou est-ce que tu vois plutôt vague 3, voire vague 4 en termes de pertinence? Je le vois pas en vague 2. Je t'explique pourquoi. Parce que c'est une figurine qui vaut très cher. La Death Guard, elle a déjà pas beaucoup de figurines sur table. Donc vous mettez ça, vous avez encore moins de figurines. Alors en amical, votre adversaire aura du mal à le jouer, mais vous savez pas prendre beaucoup de plaisir, je pense non plus. Je le vois plutôt en vague 3. Pourquoi? Parce que c'est une figurine qui est complexe à jouer. Elle vaut beaucoup de points et ses règles sont très compliquées. Il a beaucoup de profils, par contre il est très puissant. Donc je conseille plutôt d'avoir joué de la Death Guard sans Mortarion et de la rajouter en vague 3, voire en vague 4 comme un peu l'apothéose en fait de votre collection. Surtout qu'en termes de hobby, c'est une figurine qui est dense avec beaucoup de détails, elle est grande, donc c'est bien si vous êtes entraîné à peindre des petits modèles avant d'arriver dessus, donc d'avoir pris un maximum d'expérience pour en faire vraiment une pièce maîtresse de votre armée. Ok, ensuite on va voir le Biologus Putréfacteur.
Lui, par contre, c'est vague 1. Lui, c'est direct. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va se jouer dans vos marines de la peste et il va leur apporter vraiment une énorme puissance. Et aujourd'hui, un pack de 7, on peut pas le jouer quasiment sans lui pour que l'unité, elle ait du sens sur la table. Donc pour moi, c'est vague 1. En plus, la figurine est magnifique. En termes de peinture, il va vous apprendre plein de choses parce que lui, il a plein de fioles avec des liquides de partout. Donc ça va vous entraîner à peindre ce type de surface et de texture. C'est vraiment très bien. Et la figurine est chouette. Moi, je l'aime beaucoup. Ok. Ensuite, on passe aux exhausteurs miasmiques, c'est-à-dire le décor. On n'a pas encore abordé les décors sur ce genre de vidéo. Je rappelle que dépendamment des écosystèmes de jeu, ils ne sont pas jouables, c'est-à-dire que soit on n'a pas la place de les placer, soit ils sont tout simplement pas autorisés. Donc de base, ça va sortir de la vague 1. Est-ce qu'en Death Guard, c'est un truc que tu recommandes en termes d'ADN, en termes de plaisir ? En termes de plaisir, moi je trouve ça cool, notamment si tu as envie de te faire ta table de jeu. Et d'ailleurs, tu vois, sur des patrons de table Game Workshop, aujourd'hui, il y en a souvent. Donc, si tu as envie d'avoir ta table thématique, je recommande à l'achat. Mais je le prends pas en compte dans la structure de l'armée. C'est plus à poser à côté pour vous faire plaisir et pour le modélisme. D'accord, donc à ne pas prioriser si jamais vous êtes limité au niveau du portefeuille. Ensuite, on va avoir le Seigneur de la Virulence. Un seul est suffisant. Il y en avait un dans la patrouille. On est bien. Ok. Ensuite, on voit une espèce de trio, les seigneurs répugnants, le délabreur délétère et un champion de nouveau pour les marines de la peste. Ouais. Comme 57 €. Ouais, tout à fait. En fait, ces grappes-là, on en a parlé en début de vidéo, c'était les grappes de la boîte d'Arc Imperium, donc des grappes de la V8. Et donc, les trois étaient ensemble, donc ce qui explique pourquoi on a ce trio qui est un peu dépareillé. On va pas les acheter tout de suite, parce qu'aujourd'hui, dans la composition de la boîte, par exemple, le délabreur délétère est pas forcément intéressant. Le champion des marines de la peste, on en a déjà un dans l'escouade. Par contre, les seigneurs répugnants, lui, j'ai parlé du Biologus tout à l'heure, c'est pareil, c'est un de vos atouts. Mais je dirais qu'il vaut mieux l'acheter en vague 2, peut-être même en vague 3. Pourquoi ? Parce qu'au début, quand vous allez jouer à petit format, vous allez devoir vous habituer aux règles des plagues marines. Les plagues marines, il y a beaucoup d'armes différentes. Il va falloir prendre en compte aussi les règles du Biologus dont on a parlé tout à l'heure. Et lui vient se superposer en plus au sandwich. Donc je vous conseille d'avoir déjà pas mal joué le pack de Marine de la Peste. Et quand vous êtes habitué, vous achetez ça, vous complétez, et là vous avez le pack compétitif entre guillemets du plague marine standard, enfin du marine de la peste. D'accord. Ensuite, on va passer sur des unités, ce qu'on appelle génériques du chaos, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les jouer dans la Death Guard, mais aussi si vous décidez de vous lancer dans une collection sur les World Eaters, sur les Space Marines du chaos, et ainsi de suite. On commence par le Meta Brutus, l'équivalent du Dreadnought côté Imperium, version Space Marine du chaos. Je pense que c'est la vague 3. En fait, t'en as pas spécifiquement besoin aujourd'hui en archétype, mais il est jouable. Donc c'est pour compléter la collection et se faire plaisir. Ok, le Profanateur ? Le Profanateur, même vague 4, aujourd'hui, il est difficilement jouable du fait de sa taille parce qu'il est très gros et en plus, il faut un socle spécifique quand on veut aller en tournoi. Je précise, en tournoi, en amical, vous mettez d'accord avec votre adversaire et si vous avez envie de le jouer, jouez-le, il n'y a pas de problème. C'est une belle figurine, en plus, elle est intéressante. Mais c'est plutôt pour compléter la collection. D'accord. Le Predator du chaos, qui est un véhicule anti-char générique. Alors c'est un bon achat, parce qu'en plus il est polyvalent, on pourrait se dire qu'on peut le jouer dès la vague 2 si on a envie, si on aime la figurine. Maintenant je le recommande plutôt en vague 3, pour commencer à compléter la collection et s'ouvrir à de nouveaux gameplays. Ok, le Land Raider ? C'est un transport d'élite et qui tire aussi assez fort. Land Raider, moi j'adore cette figurine, je suis nostalgique, j'en ai toujours pas sorti depuis un moment là. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui pour compléter la collection. Maintenant, à surveiller de près, parce que les règles elles évoluent, n'oubliez pas. Et donc aujourd'hui, c'est si la figurine fait plaisir, achetez-la, jouez-la. Par contre, c'est un kit qui est dense, avec beaucoup de pièces. Donc je vous dirais, c'est un peu du même acabit que Mortarion. Gardez-vous ça pour quand vous serez à l'aise sur le modélisme et que vous aurez pris d'expérience sur le reste des figurines avant. Ok, ensuite on va avoir comme personnage indépendant le Seigneur des Vérolles. Faut que je te le montre, je l'ai là dans mon téléphone, j'ai fini de le peindre, je l'ai préparé pour te l'amener. Le Lord of Pox c'est une super figurine d'un point de vue modélisme, mais les règles aujourd'hui suivent pas. Donc si la figurine vous plaît et que vous avez envie de la peindre pour le plaisir, vous pouvez l'acheter dès la vague 2. Moi je vous la recommande plutôt en vague 3. Attention, comme je dis, c'est une belle figurine, donc pareil, elle est simple à peindre. Elle paraît simple, mais en fait, il y a des complexités, notamment avec les drapés. Donc vague 3, c'est bien, vous aurez eu le temps de vous faire la main un petit peu sur ce qu'il y a d'autre. Ok, ensuite, on passe à un des personnages iconiques de la Death Guard, Typhus, le héros du dieu de la peste. Du coup, toi, t'es plutôt Typhus ou Mortarion ? Je pense que le vrai héros de la Death Guard, c'est Typhus, c'est pas Mortarion étonnamment. Faut comprendre que c'est grâce à Typhus que la Death Guard a prêté allégeance à Nurgle, et pas l'inverse. Est-ce que c'est grâce ou est-ce que c'est à cause ? Ouais. C'est la question. Moi, je suis plutôt pro Mortarion, je préfère te le dire. Parce que moi, c'est la classe. Non, Typhus, très belle figurine, magnifique figurine. Ouais. Comme le Lord of Pox, plutôt vague 3. Vous n'en aurez pas besoin dès le départ, mais si vous aimez vraiment cette figurine, si c'est elle qui vous fait rentrer, vous pouvez l'acheter tout de suite. Elle se peint quand même assez bien, et en plus, c'est une figurine qui a le bon goût d'être jouable en solo.
C'est-à-dire que tu peux la jouer toute seule, elle va rentrer en frappe en profondeur sur le champ de bataille, et toute seule, elle s'autosuffit, parce qu'il envoie ses petites mortelles, en plus il tape très fort, et en plus il est iconique. Donc c'est ultra stylé. Donc... C'est intéressant, tu vois, parce que figurine individuelle à 37 €, est-ce que finalement on ferait pas mieux de l'acheter? C'est sa représentation sur le champ de bataille potentiel, et au pire, vous le jouez pas comme Typhus lui-même, vous le jouez comme un équivalent de capitaine. Ouais, comme le Lord of Contagion. Ouais. Tu peux faire ça aussi. Mais le profil de Typhus est très bien, hein. Il peut se substituer tranquillement au Lord of Contagion. C'est un bon achat. En fait, si vous êtes amoureux de la figurine, vague 1, voilà, direct, comme ça vous vous faites plaisir. Maintenant, moi je dirais plutôt en vague 3, ou vague 2, encore une fois, si vous aimez la figurine. Yes, et il nous reste à voir les rejetons du chaos. Ah, ça c'est intéressant. En fait, ça va être de la vague 1, voire de la vague 2. On en a parlé, il nous faut des unités utilitaires. On a parlé des auras de contagion au tout début de la vidéo. Et en fait, eux, c'est les porteurs parfaits. Parce que c'est des petites bêtes, ils s'infiltrent, ils passent à travers les murs, ce que ne font pas les véhicules. Et donc, vous allez avoir des espèces de petites boules mutantes là qui partent dans tous les sens et qui vont porter la contagion. Je trouve ça hyper fluff, c'est hyper rigolo. Ils ont des règles qui sont fun en plus. Donc, moi je dirais en vague 2. Ok, avant de passer sur la branche des démons, je vais juste encore une fois pour les personnes qui découvrent Hammer ou qui sont arrivées ici parce qu'ils veulent justement commencer la Death Guard, vous voyez ici en fait le Greater Blight Drone qui est un kit expert. Je rappelle qu'au sein de Game Workshop, vous avez une sous-entité qui s'appelle Forge World et qui propose des figurines très spécialisées qui en général sont plutôt pour le jeu de Warhammer 30 000 et pas 40 000 avec de la résine. C'est ce que eux appellent des kits experts. Encore une fois, vague 5, 6, 7, mais beaucoup plus tard, si jamais vous avez envie de faire plusieurs, exactement, c'est un bon là-dessus, parce que voilà, vraiment, faut comprendre qu'avant, Forge World était un site à part entière, maintenant ils l'ont intégré à leur boutique en ligne, mais il faut vraiment avoir le niveau de lecture que quand vous voyez kit expert, ça n'est pas de l'injection plastique, c'est donc des figurines qui en termes de modés sont beaucoup plus exigeantes et aussi moins pertinentes en termes de jeu. Tout à fait. Il nous reste à voir maintenant la partie démoniaque, puisque, entre guillemets, dépendamment des éditions, encore une fois, difficile de se positionner historiquement, on pouvait mettre des démons de Nurgle avec la Death Guard. Maintenant que le jeu est fait par détachement, c'est-à-dire que quand vous allez jouer, vous allez avoir votre règle d'armée et en termes de rejouabilité, vous allez choisir différents détachements. Vous avez maintenant un détachement qui vous permet de jouer avec les démons de Nurgle. Ouais. Donc très rapidement, on va revenir sur leur pertinence. Oui. Partez quand même du principe que pour moi, les démons de Nurgle, c'est à minima vague 3 ou voire vague 4, parce qu'en fait, vous ne les jouerez que dans un détachement aujourd'hui. Encore une fois, on veut que les vidéos soient les plus pérennes possibles, mais on est obligé de le dire. Si, pour compléter ce que tu es en train de dire, en fait, si vous voulez aller jouer les démons et que ça vous fait kiffer, faites-le, mais vous entrez dans une niche. Ouais. Donc ça veut dire que vous allez être sur un gameplay particulier, sur une façon de jouer particulière. Et pour rentrer dans le codex, c'est pas la façon la plus facile. Yes, très rapido, on va commencer par les démons dits majeurs. On retrouve Rotigus et le Grand Immonde qui partagent le même kit. Exactement, c'est des figurines quand vous jouez les démons, incontournables, mais par contre c'est des, comme Mortarion, c'est des super beaux kits qui sont super détaillés, c'est très gros, donc si vous voulez jouer les démons, soit c'est pour compléter votre collection parce que vous êtes déjà passé par le reste et vous avez déjà une collection bien établie, soit vous voulez jouer les démons et à ce moment-là ce sera plutôt dans votre vague, je dirais 3. Yes, ensuite on va retrouver une figurine assez rigolote qui est la bête de Nurgle. Tu sais que j'ai un pote qui appelle ça la belle-mère. C'est chelou. On comprend pourquoi. Bah, c'est chelou. La bête de Nurgle, c'est sympa. Parce que c'est une figurine qui est assez facile à assembler, assez facile à peindre. Sur le champ de bataille, elle a son petit rôle bien à elle. C'est une petite boule de pu, crotte de nez que vous allez envoyer à l'adversaire. Ça résiste très très bien. Elle représente très bien la Death Guard, parce qu'en plus elle est rigolote comme tout. Donc je pense que vague 2. Vague 2 quand on joue démon. Vague 2 quand on joue démon. Donc on est sur vague 5, 6, 7, encore une fois, si on joue à la Death Guard. 7. On reste sur 7. Il n'y a pas d'autres vagues. Les bourdons de la peste, les petites mouches. Alors ça, je déconseille, pour le coup, pour 3 raisons. La première, c'est que les règles ne suivent pas vraiment, et les figurines sont difficiles à travailler en termes de texture, et difficiles à monter, elles cassent assez facilement, donc il faut vraiment être un hobbyiste averti, et c'est vraiment pour compléter la collection, donc pas avant la vague 7. Ok. C'est un bon chiffre. Ensuite, on a les Nurglings. Les Nurglings, par contre, c'est vague 1 si vous voulez jouer les démons. Ça, c'est obligatoire. Vous en aurez toujours un pack de 6, voire même un pack de 6 et un pack de 3. Donc, en fait, vous allez en avoir 9. Ça veut dire 3 fois la boîte, parce que la boîte, c'est 3 Nurglings. En plus, c'est facile à peindre. C'est des petits démons. C'est super mignon. On pourrait croire que c'est dur parce que c'est petit, mais en fait, non. C'est un tas de démons. Donc, il y a peu de détails. Et en plus, c'est super drôle et super mignon. Donc, voilà. Moi, je te dis, c'est vague 1, ça. D'accord. Les porte-pestes, la colonne vertébrale, l'équivalent des marines de la peste ou des véroleux, version démon. Bah, si vous voulez jouer les démons, pareil, vague 1, un pâté de 10, et c'est très bien, ça se peint assez vite, il n'y a pas beaucoup de détails, c'est facile à assembler, et surtout c'est le cœur névralgique de l'armée, donc c'est top. On a fait le tour, les amis, des vagues d'achat. Globalement, si on résume, Nurgle, super armée pour commencer à apprendre les règles évolutives et assez jouissives finalement, parce que très proche de l'ADN qu'on imagine de l'armée. Tout à fait. Ensuite, en termes de modélisme, banger absolu. Banger absolu. Énorme marché de l'occasion. Énorme marché de l'occasion, ouais. Finalement, armée qui coûte pas si cher que ça pour se lancer aussi.
Non, c'est très honnête. Ok, donc franchement c'est vraiment cool. Un point qu'on n'a pas abordé, on a parlé un Ouais. petit peu de leur lore tout à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est une armée qui est couverte par le lore sur lequel toi par exemple tu as pu te rassasier pour alimenter ton imaginaire pour le projeter sur le champ de bataille? Ouais. Bah, ne serait-ce que d'abord le nom des armes. Donc en fait, on imagine, par exemple, on a les gerbes pestes. Bon bah voilà, le nom il dit exactement ce que c'est, quoi. On sent que c'est un vaporisateur, qu'on voit du mucus et des choses dégoûtantes, donc c'est assez stylé. Ce qui est intéressant, c'est quand on lit le lore, il y a quelque chose de, on est dans les maladies, dans la contagion, comme tu l'as dit, il y a un truc anxiogène. Et en fait, ça se traduit assez bien sur le champ de bataille parce qu'il y a les auras de contagion, donc votre adversaire va avoir peur de vous approcher. Quand vous allez avoir des unités, notamment, on a parlé des Terminators du linceul. Dans le lore, à chaque fois, c'est l'équivalent des paladins corrompus qui arrivent et donc qui apportent la mort et le désespoir. Et vous allez voir que sur le champ de bataille, quand vous allez rentrer en frappe en profondeur et vous approcher des lignes ennemies, avec ça, votre adversaire va devoir les gérer. Et donc, ça va lui mettre une sorte de pression. Et oui, dans son armure, monsieur. Et oui, tu mouilles dans ton slip énergétique. Donc, t'as tout ça. Et puis, il y a toute la partie démon, un peu démoniaque rigolote, tu vois. Et donc, ça, on l'a dans le lore, ils le disent, parce que il y a tout ce côté un peu, on va recréer la vie. En fait, finalement, c'est un peu les jardiniers de Warhammer 40 000, la Death Guard. Ils viennent et ils retransforment les planètes en un jardin luxuriant. Bon, il se trouve que le jardin luxuriant, il bouffe des gardes impériaux. Ça, c'est une autre question. Et donc, il y a ce truc-là, tu vois. Yes, pour compléter aussi, je rappelle que la Death Guard est une des factions majeures de l'Horus Heresy. Ça fait qu'en termes Tout à de fait. roman, vous allez vous faire plaisir. Globalement, la Death Guard est présente dans quasiment tout l'arc narratif de l'Horus Heresy. Et ils ont même un livre qui leur est presque dédié. Avec la fuite de l'Eisenstein. Et plus que ça, ils ont un second livre qui leur est dédié, qui s'appelle La Dague enfouie, et qui explique, on a parlé de Typhus tout à l'heure, le passage de la Légion, de nous sommes des rebelles, mais nous sommes encore dans nos armures énergétiques lisses et propres, à nous sommes passés du côté du chaos. Et ça, les gars, c'est pour la partie genèse de Warhammer. Mais il y a l'excellent livre Dark Imperium, sur lequel vous allez pouvoir suivre le grand retour de Roboute Guilliman, mais aussi de Mortarion. Et aussi, voilà. Et là, c'est un des rares romans qui se passe au 41e millénaire. Et donc il y aura le deuxième volume aussi qui s'appelle Guerre et Peste et qui va être la suite de ce que tu viens d'introduire, donc qui est l'arc narratif d'Arc Imperium, où on va continuer justement à suivre les guerres de la peste. Il y a la peste partout, mais c'est comme ça. Avec la Death Guard, on est généreux, on distribue. On a fait le tour, les amis, de comment commencer Warhammer avec la Death Guard, ou recommencer Warhammer. Un grand merci à toi justement d'être venu nous présenter ça. Faut savoir que tu fais partie aussi d'un Discord pour les joueurs de la Death Guard. Vous avez à peu près 200 membres. Vous êtes là pour parler bien évidemment de la méta, donc des choses un petit peu complexes pour les joueurs expérimentés, mais aussi pour introduire les gameplays de la Death Guard aux débutants, et aussi avoir l'équivalent d'une forme de réactivité par rapport au forum ou par rapport au Discord. Je mettrai donc le lien en description. Je mettrai aussi le lien en description de la boutique partenaire, bien évidemment, Wargame Spirit, qui propose 20% de réduction sur les combats de patrol et 15% surtout avec le code FWS. Bien évidemment, je rappelle qu'il est aussi important de supporter les commerces de proximité, donc si jamais vous avez une petite boutique à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller faire vos achats chez elle. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo avec ce que vous avez pensé de celle-ci, mais aussi à dire, vous en tant que joueur Death Guard, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre dire quand justement vous avez commencé cette collection, et aussi à liker les commentaires que vous avez trouvé pertinents pour, à la manière d'un forum, que les personnes qui arrivent justement au fil de la durée de vie de Plastique et de Warhammer, et les gens puissent tout de suite trouver des conseils qui soient pertinents. Un grand merci encore une fois à toi. N'hésitez pas aussi à la liker, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est le plus grand des soutiens que vous pouvez nous apporter, et nous on vous dit À plus, les Wargamers!